Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Voilà, une nouvelle année commence. Je suis heureuse de vous retrouver et puis j'espère que j'aurai des thématiques dignes à vous proposer pour toujours susciter chez vous de la réflexion, peut-être vous entraîner à ne pas forcément, ou à diversifier plutôt vos sources d'information, ne pas forcément vous fier à un discours officiel, mais chercher aussi parfois à lire votre histoire, même l'actualité à travers d'autres organes d'information, d'autres médias, etc. Donc je vous souhaite une année riche en réflexion, une année voilà, on dira que les manipulations seront un petit peu... vous saurez les déjouer et vous saurez essayer de trouver aussi les problématiques qui vous concernent en propre et qui font avancer votre cause plutôt que de toujours arrimer aux causes des autres qui se servent parfois de votre bonne volonté, sans pour cela vous aider, vous, à voir un petit peu plus clair dans vos problématiques. Alors, je vous renouvelle mes vœux de très bonne année 2015 et puis je continuerai, tant que faire se peut, à vous présenter des personnages, des personnalités ou des livres, puisque j'ai beaucoup circonscrit mon émission à des ouvrages que je destine à votre connaissance. Maintenant, parfois je n'ai pas toujours le temps de lire autant que je voudrais. En tout cas, vous aurez des personnalités qui ont dit des choses, qui ont écrit et qui ont un petit peu en dehors des sentiers battus. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Clapopo, qui est de passage à la Martinique. Et je commence l'année avec un thème que vous allez peut-être trouver un peu grave, mais ça n'est pas grave justement parce que ça nous concerne. Et Monsieur Clapopo, qui est historiographe, va nous parler donc essentiellement de la traite négrière, de l'Afrique, de l'esclavage, de ces problématiques qui nous mettent très mal à l'aise encore dans notre petit pays. Mais avec un regard documenté, une production aussi, c'est quelqu'un qui a produit des ouvrages, et peut-être une information à la source, parce que c'est d'abord ce qu'il nous manque lorsque nous parlons de l'Afrique notamment. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne après-midi, et puis une très bonne soirée, et puis que vous ayez du plaisir et de l'attention à consacrer à Monsieur Clapopo. Voilà, bon après-midi, bonne soirée. Alors, bonjour, bonsoir Monsieur Clapopo. Bonsoir Juliette. Voilà. Alors, vous êtes de passage à la Martinique, donc j'en ai profité parce que je sais votre spécialité et je sais que nous sommes en manque d'informations de sources, j'allais dire, puisque nous sommes lorsqu'il s'agit d'Afrique, dans beaucoup de manipulations ou bien de pseudo écrivains, on va dire connaisseurs, enfin des gens qui se décrètent des connaisseurs du continent et qui en fait n'en savent pas grand-chose. Donc aujourd'hui, nous vous demanderons de nous parler un petit peu de cette Afrique-là et surtout l'intérêt pour nous, c'est aussi de connaître votre point de vue par rapport à ce livre de Patrick Grenouillot qui avait qui avait suscité quand même pas mal de polémiques sur les traites négrières, une vision globale. D'accord ? Donc avant, vous vous définissez donc comme historiographe et non pas historien, membre de la Ligue panafricaine Umoja. Vous voulez nous en dire quelque chose ? Oui. Deux mots ? Oui, déjà, je préfère être mis dans la catégorie des historiographes, des personnes qui écrivent des ouvrages à propos de l'histoire. Et que je distingue de historiens qui sont donc des personnes qualifiées, ayant des titres académiques et ayant pour profession d'étudier l'histoire.
Donc, je suis historiographe, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à notre histoire et d'un point de vue que j'estime pas suffisamment représenté dans les institutions académiques, et donc on apporte son petit grain de sel à la réflexion par des publications avec les moyens du bord. Donc voilà, je suis historiographe et notamment membre, et par ailleurs membre de la Ligue panafricaine Umoja. Umoja qui signifie unité, union, et Umoja est extrait de notre leitmotiv qui est Umoja ni nguvu. C'est une expression en swahili qui signifie l'union fait la force, unity is strength. Nous sommes convaincus que le petit nombre de panafricanistes qu'il y a un peu partout dans le monde et qui organisés dans des groupuscules font beaucoup de choses très intéressantes, les uns isolément des autres. Si ce petit nombre arrivait à s'agglomérer, il pourrait avoir une visibilité et un impact plus conséquent sur les problématiques aussi fortes que précisément tous nous portons. Et donc, même l'écriture, sur l'écriture de l'histoire du continent. Même sur l'écriture de l'histoire du continent, dans la mesure où il n'appartient à personne d'autre que nous-mêmes, de produire de la littérature, de proposer notre point de vue sur cette écriture, mais aussi de la diffuser, c'est-à-dire d'avoir des infrastructures de diffusion au sein des personnes, des premières qui soient destinataires, à savoir nous-mêmes. Et bien entendu, cela suppose un certain nombre de modalités économiques, de circuits de distribution dédiés à cette littérature qui est quasiment invisible dans les circuits habituels de distribution. Oui, on connaît diffusion. Voilà. On connaît essentiellement la littérature écrite par les Occidentaux sur l'Afrique, qui est donc un regard étranger, extérieur au continent. Alors, est-ce que vous voulez nous dire ce que c'est que... Donc, vous êtes dans une ligue qui prône l'unité de tous les panafricains répartis dans le monde, éparpillés dans le monde. D'accord? Et ça veut dire que vous ne vous définissez pas en tant qu'Africain? Ou alors en tant qu'Ivoirien. En tant qu'Ivoirien. Non. Bon, je suis ivoirien par des circonstances coloniales qui procèdent de la conférence de Berlin de 1885. D'accord. Je suis africain. C'est une appartenance qui dépasse très largement et de plusieurs millénaires cette circonstance de 1885. Et ensuite, je suis africain, cela me rattache aussi à d'autres Africains qui ont été déportés, donc à une parentèle déportée, et donc africain au sens le plus large. Vous pensez à tout ce qui s'est passé avec l'esclavage, avec les déportations transatlantiques notamment, et transsahariennes aussi, bien entendu. Et donc africain au sens le plus large, ou alors panafricain, qui est aussi une façon, cette compréhension extensive de africain. Parce que dans le langage courant, quand on dit africain, on le circonscrit à un continent, à un espace géographique enclos, quasiment. Enfin, à moins... bon. Alors que africain peut s'entendre le continent et la diaspora, qui est une partie de soi-même, qui est une parentèle qui a été arrachée du continent. Oui, et qui n'a pas des relations forcément très apaisées. Mais on sait que, voilà, c'est historiquement un construit historique et il faudra justement parler de cette problématique pour la dépasser, parce que on est justement dans les sociétés antillaises où la revendication d'une africanité est pour beaucoup, malgré Césaire, le grand Césaire vénéré en Afrique, eh bien ça n'a pas suffi apparemment, puisque au contraire ça n'est pas une appartenance, ou en tout cas une relevance qu'on aime revendiquer. Et vous me disiez il ne fait pas bon dire qu'on est africain. Oui. Je vais expliquer pourquoi. En même temps, je le comprends. Effectivement, l'image que l'on perçoit de l'Afrique, produite par les autres à propos de l'Afrique, ne donne pas envie aux Africains, fussent-ils du continent ou de la diaspora, de se revendiquer, ni ne se reconnaître dans cette image, entièrement en tout cas, ni ont encore moins envie de la revendiquer. Et c'est normal qu'il s'agisse d'une image de soi depuis l'autre.
qui ne soit pas nécessairement l'image qu'on a de soi-même. Mais quand je dis il ne fait pas bon être africain, c'est précisément que cela fait des décennies, voire des siècles, que ce que l'on croit savoir de l'Afrique est produit quasi exclusivement par des officines étrangères à cet objet. Et qui ont leur point de vue, qui est valable à certains égards, en tout cas de leur point de vue, mais qui ne peut pas phagocyter toute autre perspective. Et en tout cas qui ne peut pas interdire aux Africains eux-mêmes du continent et de la diaspora de produire leur propre connaissance de soi. En tout cas, l'image qu'en donnent les médias occidentaux, qui sont les maîtres de ces médias, c'est une image absolument dévalorisante. Donc vous disiez que vous compreniez qu'il y ait des gens qui n'aiment pas se revendiquer de... Est-ce que ça suffit que l'image qu'on construit de vous vous fasse renier ce que vous êtes? Ça suffit? Alors, bien entendu, ça ne suffit pas. Mais la réaction à cette image continuellement diffusée n'est peut-être pas à la hauteur des dégâts causés par cette diffusion. Et à force de se voir à travers le regard de l'autre, il y a presque naturellement, je vais dire, mais sociologiquement en tout cas, une acculturation de ce regard. C'est-à-dire qu'on ne se voit plus par soi-même, on se voit à travers le regard de l'autre. Et bien entendu, ce que l'on voit de soi dans les yeux de l'autre ne donne pas envie. Et je peux le comprendre. Ça peut expliquer pourquoi autant d'Africains fuient le continent, se marient avec des personnes étrangères. Ça peut expliquer? Alors, là, c'est l'autre aspect de la question. C'est l'image idyllique, cette propagande d'un Occident merveilleux qui est vendu en Afrique, qui donne envie à tous les Africains de s'échapper de leurs difficultés quotidiennes pour aller dans ce monde merveilleux qu'on leur présente. Donc on est dans deux constructions. Dans un cas, on présente une Afrique mais totalement misérable, extrêmement invivable, qui ne donne pas envie à ceux qui auraient quelques attachements à cette Afrique de le revendiquer. Et par ailleurs, en Afrique, on diffuse une image mais complètement éthérée. Donc dans l'un cas comme dans l'autre, on est dans des constructions, mais qui produisent des effets absolument inverses. Et en même temps, tous les pays occidentaux ont leur précaré en Afrique. C'est là qu'ils produisent leurs richesses et le continent leur appartient. Ils s'en sont emparés d'une façon ou d'une autre. Ils sont les maîtres. Dans beaucoup de gouvernements africains, vous avez des Occidentaux, des Français installés dans ces gouvernements. Vous avez aussi des femmes occidentales qui sont à la direction particulière des pays. Oui, qui sont les premières dames et qui sont... Alors c'est un paradoxe et ça ne pose pas de problème aux Africains qui sont, ou bien aussi aux nôtres, puisque les Antillais sont aussi victimes de ces constructions inversées-là. Et en même temps, personne ne veut savoir que, effectivement, le continent est occupé et que les richesses dont l'Occident se prévaut sont des richesses très souvent tirées du continent africain. Oui, alors, l'occupation de l'Afrique date de bien longtemps. Elle a pris différentes formes et cela surprend la sagacité de beaucoup de compatriotes africains dans l'identification de ces mécanismes de pillage du continent. Qui ne le voient plus. Ça leur échappe complètement. Ils sont nés dans un... Nous sommes nés... il suffit de se représenter que plus de 80% des Africains aujourd'hui, c'est quand même une masse d'1 milliard d'habitants, plus de 80% des Africains d'aujourd'hui sont nés longtemps après les années 60. Plus de 70% sont nés après les années 80. Voilà. Et donc, ils sont nés dans une Afrique qui est depuis longtemps telle qu'elle est. Occupée et dont ils ne voient plus. Voilà. Et donc, cette occupation leur apparaît comme... Normal. Normal.
Et bon, il y a un éveil, mais qui prendra le temps qu'il prendra. Je l'estime à une génération désormais, c'est-à-dire 25-30 ans, pour que les choses se fassent vraiment, enfin, se modifient profondément. Mais d'ici là, il y a en Afrique un inconscient, enfin, une faiblesse de cette conscience historique de la situation dans laquelle les uns et les autres nous sommes. Mais on peut dire qu'on a le même phénomène aussi aux Antilles, parce que le fait que ces sociétés soient devenues départements français est, j'allais dire, naturalisé dans l'esprit des personnes qui ne voient plus que c'était des colonies, mais que ça le continue d'une certaine façon, puisqu'il n'y a pas eu rupture avec le système colonial ou le système de plantation. Et on est dans une forme de continuité qui s'aménage à mesure que la société française elle-même bouge un petit peu dans ses marges. Mais peu de gens, beaucoup, en tout cas beaucoup de Martiniquais, ne voient plus du tout cette situation-là et considèrent qu'ils sont un département comme un autre. Ils se désignent d'ailleurs comme européens de plus en plus, et on a vraiment l'impression qu'ils ont naturalisé un phénomène qui est complètement colonial, mais qui n'apparaît pas pour ce qu'il est, parce que ils ont fusionné identitairement avec cette projection d'un soi-disant département qui est édulcoré d'un nom et qui emprunte sa réalité à une autre réalité qui ne peut pas, elle, fusionner avec cette réalité anciennement coloniale. Donc on est dans des phénomènes assez similaires. Maintenant, alors on en a parlé en termes d'aliénation, il y a beaucoup de gens qui contestent ce concept parce qu'il met mal à l'aise, mais on n'est pas dans autre chose. Hein? Être aliéné, c'est être étranger à soi-même. Et nous avons une profonde méconnaissance de nous-mêmes. De nous-mêmes, absolument. Dans la mesure où les systèmes d'éducation, les systèmes collectifs d'éducation, les systèmes publics d'éducation n'ont aucunement vocation à nous entraîner, à nous connaître nous-mêmes. Absolument. Et donc, bon, on peut contester l'aliénation, mais c'est rigoureusement ce que cela signifie. Mais même dans l'école, les gens... Même dans l'école, surtout à l'école. L'école n'a pas vocation chez nous à nous apprendre à nous connaître. Non, mais les gens ici à la Martinique ne voient pas que l'école ne leur parle pas d'eux-mêmes. Quand vous mettez en question l'école, vous avez, je veux dire, les réactions les plus virulentes, elles sont de nous-mêmes. Parce que les jeunes ont le sentiment que l'école leur parle d'eux-mêmes. Moi, je crois que c'est parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est qu'une école, à quoi elle sert et quel est le contenu d'une école. Bon, alors, je reviens un peu à votre présentation de tout à l'heure. Vous disiez que vous étiez panafricaniste. Est-ce que vous voulez expliquer pour nos téléspectateurs ce que signifie être panafricaniste? Alors, c'est... Le mouvement, le courant idéologique qu'on appelle le panafricanisme a au moins 2 siècles d'âge. Les précurseurs, on peut en retrouver vers la fin du XVIIIe siècle, 1781, 85, 87, voilà. Mais c'est donc un mouvement, un courant intellectuel dont les auteurs sont des Africains, et en l'occurrence des Africains de la diaspora, dont les préoccupations sont proprement, essentiellement, quasi exclusivement africaines, afrocentrées pour être précis, mais qui est mais presque totalement méconnue dans toutes les institutions académiques, aussi bien du continent que d'ailleurs. C'est ahurissant. Alors qu'est-ce que c'est que le panafricanisme ? Pour citer quelques précurseurs ou quelques pères, quelques figures emblématiques, c'est Marcus Garvey, c'est Joseph Antenor Firmin, c'est Webb Du Bois, c'est... Donc un Jamaïcain, un Américain, un Haïtien. Oui, on peut même citer un Trinidadien, c'est Williams, le fondateur de la première... Non, c'est Williams. Un Trinidadien? Henry Sylvester Williams. D'accord. C'est le premier
à avoir organisé le premier congrès panafricain. C'est lui le premier à employer le thème panafricanisme. C'est en 1900. 1900 Après, donc avant Marcus Garvey. Ils étaient contemporains. Ils sont contemporains. Alors, Henry Sylvester Williams fait des études pour être avocat à Londres. Et là-bas, il côtoie des continentaux et il est particulièrement interpellé par la victoire de l'Éthiopie sur les armées coloniales en 1896. C'est la bataille d'Adwa. Contre l'Italie. Contre l'Italie, évidemment, oui, bien entendu. Et cela le motive à rassembler les Africains, d'où qu'ils viennent, ceux de là où il est, à Londres, afin de faire entendre leur voix, de créer un mouvement de résistance intellectuelle à cette colonisation. Toute l'Afrique, quasiment, est en train d'être colonisée et il y a un pays qui résiste presque victorieusement, c'est l'Éthiopie. Et donc, Henry Sylvester Williams est proprement, enfin, les spécialistes, s'il y a une personne à désigner comme père fondateur du mouvement, c'est Henry Sylvester Williams, parce que c'est lui qui, le premier, organise le premier congrès panafricain, et c'est lui qui crée une association appelée la Pan-African Association. Alors qu'au départ, c'était l'African Association. C'est vraiment lui qui introduit dans la littérature le mot même panafricanisme. Qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? C'est d'abord des Africains de la diaspora qui revendiquent, mais expressément, leur appartenance au continent et défendent le droit pour tous les Africains du continent et d'ailleurs à décider pour eux-mêmes de leur propre sort individuel et collectif. C'est ce qu'on appelle dans le jargon panafricaniste la renaissance civilisationnelle, politique, la renaissance. Et donc les panafricanistes sont ceux qui veulent que les Africains, vaincus depuis quelques siècles, reprennent les rênes de leur propre destin, de leur propre histoire, redeviennent les principaux acteurs de leur propre histoire et non pas, comme dirait l'ancêtre d'ici, des sombres joués au carnaval des autres. Donc ça signifie que vous analysez la situation des Noirs dans le monde en termes de peuples battus, vaincus. Vaincus. Et est-ce que c'est honteux de dire qu'on n'a pas livré de guerre, mais on est vaincu et qu'il faut envisager peut-être sa situation de ce point de vue-là pour comprendre d'abord dans quoi on est, parce que je crois que l'aliénation, elle procède d'abord de cette méconnaissance qu'on a de cette situation d'être vaincu. Peu de Noirs parlent de leur situation en termes de vaincus. Je crois qu'ils ne comprennent pas qu'une guerre leur a été livrée et qu'ils sont les perdants de cette guerre-là, même si eux n'ont pas répondu à la guerre par la guerre. Alors c'est tout l'enjeu de l'histoire. C'est comprendre d'où l'on vient pour mieux mesurer où on peut aller, où l'on va. Mais accepter l'idée qu'on a perdu, qu'on est dominé. Et que cette défaite aurait pu être pire que ce que nous avons. Parce qu'il y a des exemples historiquement documentés de peuples qui ont subi les mêmes situations et qui ont à la même époque, qui ont purement et simplement disparu. Absolument. Donc, nous sommes vaincus, mais nous sommes aussi, parce que nous survivons, des résistants, des descendants de résistants. C'est parce que nos ancêtres ont suffisamment résisté, que nous survivons encore dans l'état déplorable qui est le nôtre collectivement, mais que nous survivons, avoir conscience de ce que d'autres, ayant subi dans les mêmes circonstances, les mêmes agressions, ont disparu. Et donc, cette capacité de résistance, la mobiliser comme une énergie de renaissance, c'est tout l'enjeu pour nos générations. Donc le fait que la France, par exemple... Mais si on ne reconnaît pas cette défaite, on va dire inaugurale de l'histoire dont nous procédons aujourd'hui, de notre contemporanéité, on ne peut pas en tirer les conséquences stratégiques
pertinente. Mais je crois que c'est pour cela aussi que beaucoup de Noirs ne comprennent pas bien dans quoi ils sont. Ils sont de tous les combats, ils s'éparpillent complètement. Voilà, c'est ça, et ils ont des discours d'Européens libres et voilà, disposant librement de leur être sur Terre, alors qu'en réalité, ils sont... voilà. Ils peuvent être de toutes les processions pour pleurer les morts des autres, mais quand il y a Ceuta ou Melilla, quand il y a Lampedusa, quand il y a un séisme à Haïti, c'est les derniers qu'on voit sur les photos à venir au secours des leurs. Oui, c'est-à-dire d'eux-mêmes. Et ils ne descendent pas dans la rue pour dire qu'on a assassiné les leurs. Même tout près de nous, il y a eu quand même plusieurs meurtres de Noirs américains. On n'a pas vu un Martiniquais se mobiliser. Par contre, en ce moment, il y a quand même une sorte de mobilisation qui est assez pléthorique parce qu'il y a peut-être derrière... Une injonction à s'émouvoir. Une injonction et puis un besoin de se rattacher peut-être au vainqueur, à un peuple qui donne le sentiment d'être gagnant. Hein, voilà. Alors donc, ça c'était pour fixer un peu les concepts, chers téléspectateurs, parce que voilà, ce sont des termes qu'on entend et qui recèlent de réalités que nous ne maîtrisons pas. Alors on interroge nos aberrations, vous savez, et puis il ne faut pas qu'on ait peur de le faire parce que en ce moment, il y a énormément de discussions autour de la liberté de parole. Je ne suis pas sûre que nous soyons si friands de liberté de parole dans ce pays-ci, parce que je sais ce que cela coûte de dire ce que l'on pense, mais puisqu'on y a cru, même l'espace d'un instant, eh bien allons-y, disons-nous les choses très franchement. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, puisque je suis dans l'actualité du, voilà, liberté. Voilà. Alors, parlons franchement. Alors, sur la question de l'esclavage, sur laquelle je veux vous interroger, Zouk TV a réalisé un micro-trottoir qu'on va demander aux techniciens de projeter maintenant. Je crois qu'on peut toujours parler d'esclavage. L'esclavage fait partie de notre histoire. Ce que je regrette, c'est qu'on puisse en parler de façon misérabiliste, mais j'ai l'impression que ça nous retient, ça nous empêche d'avancer. Il faut en parler, mais il faut en parler comme l'histoire de notre pays. Ça ne doit plus faire partie de demain. Si jamais on veut avancer, il faut parler du présent et puis de demain. Parce qu'à force de parler du passé, nous sommes retenus et puis ça nous empêche d'avoir des contacts aussi avec les autres. Parce que l'esclavage, c'est quelque chose de tellement douloureux. Si on vit en permanence dans la douleur, on ne peut pas avoir des contacts enrichissants avec les autres. Je pense qu'il faut... L'histoire est là, mais elle ne doit pas prédominer sur demain. Est-ce que vous pensez qu'il est encore nécessaire de parler de l'esclavage ? Nécessaire de... Ah non, je ne pense pas. Pourquoi ? Je ne pense pas, parce que c'est déjà passé. Donc il ne faut pas apprendre ça aux enfants, par exemple, à ceux qui ne savent pas ce que c'est ? Oui, il faut apprendre aux enfants leur culture, leur culture. Mais je ne pense pas, c'est quelque chose, il faut parler comme ça, quoi. Vous pensez qu'on en parle trop ? Exactement, on en parle trop. L'esclavage, c'est là où on mettre chaîne dans pied nègre, mais on ne va pas mettre chaîne dans pied nègre encore. Alors, pas ni esclavage. Donc il faut nous arrêter de parler de ça ? Mais oui, il faut que nous arrêtions de parler de l'esclavage. Mais je ne vais pas avoir chaîne dans pied personne. Je vais bien voir les gens qui passent petit chaîne dans pied. Mais ça, c'est pour qui ça, ils vont mettre ça. Ils ne même pas même ça. Ouais, ils vont prendre une petite chaîne, ils vont mettre en pied pour faire ça. Mais ils ne pas même ça pour qui ça, ils vont faire ça. Comprenez? Mais si on les met chaîne, ils mettent gros chaîne là. Comme ça, là, nous dit nous dans l'esclavage. Mais pour moi, l'esclavage est aboli. D'accord. Mais par exemple, il ne faut pas parler de ça dans l'école, il ne faut pas cette chambre à apprendre ça dans l'école là? Non, c'est même la paix apprendre, puis si on les livre toujours. Ils peuvent apprendre ça, quitter ça. Parce que moi aussi, je apprends. Alors, ils peuvent apprendre, mais pas dire ini. Parce que pas ni l'esclavage encore. Vous comprenez ça, là? Je ne vais pas dire qu'on parle trop de l'esclavage, mais c'est quelque chose de démodé. Il faut nous changer, il faut nous avancer. C'était grand arrière, grand-papa nous, qui ouais misère, pas nous. Bon, misère, nous-mêmes, nous pas même occupés. Alors, nous, on a notre bagaille. Est-il encore nécessaire de parler de l'esclavage ?
Dans la mesure où c'est une page d'histoire qui nous concerne, qui appartient à notre histoire, oui, je pense qu'il est nécessaire d'en parler, pas dans un sens ressasser pour ressasser, mais parce qu'il y a toujours des générations nouvelles qui arrivent, donc il faut parler de l'esclavage comme de toute notre histoire d'une façon générale. Voilà, vous avez entendu des avis un peu contrastés. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Popo? Je comprends les différentes réactions qui sont quand même une belle palette de ce qu'on entend généralement à propos de ces questions. L'esclavage est passé, on n'a plus de chaîne. Oui, on n'a plus de chaîne physique, mais il reste quelques chaînes mentales. Oui. Et à prendre en considération, ce qu'on appelle aussi l'aliénation. Être étranger à soi. Mais même sans parler de chaîne mentale, on n'a pas eu de rupture avec ce système-là. Donc on est toutes les habitudes qui se sont formées dans cette institution sont encore, d'ailleurs même dans les relations entre les parents et les enfants, l'usage des coups qui sont parfois très très violents, c'est un usage qu'on avait, qui fonctionnait dans la plantation à plein, c'est-à-dire que toutes les fois qu'on était obligé d'obéir et dès qu'on se soustrayait à cette obéissance, on était tabassé. On est un peu encore comme ça beaucoup dans nos méthodes, dans nos rapports avec les enfants. Dans notre pays, c'est une habitude qui nous vient directement de la plantation. Et je l'ai retrouvée dans les pays qui ont été colonisés aussi par les Français. C'est une habitude qui est restée. On appelle ça l'usage du fouet. Ça a un nom dans les pays africains. La chicotte. La chicotte. L'usage de la chicotte, elle est directement héritée de la période coloniale en Afrique. Oui, alors, c'est aussi l'une des... C'est ça, c'est que la méconnaissance de cette histoire empêche de reconnaître ses prolongations actuelle, son actualité, les formes... Les implications. Les formes qu'elle prend actuellement. Et donc, on entend certains intervenants dire ressasser pour ressasser. Comment peut-on ressasser une histoire qu'on n'apprend pas? Quelle est la place de cette histoire dans les programmes d'enseignement que nous subissons depuis les plus petites classes jusqu'au... Mais c'est étonnant et paradoxal. Donc, comment ressasser une histoire qu'on ne connaît pas? Et c'est étonnant et paradoxal que les gens n'apprennent pas leur histoire, mais qu'ils aient en bouche le discours qui veut que on en parle trop. On en parle trop. Alors qu'ils n'en entendent jamais parler véritablement. Le terme est mentionné probablement, l'esclavage, mais quel contenu ils y mettent? En général, on a le vécu, le quotidien, la matière même de cette institution n'est pas enseignée et on n'a pas envie d'en parler. C'est ce que disait le premier intervenant. C'est tellement douloureux qu'on n'a pas envie d'en parler. L'image de la chaîne, elle est un peu grosse. Oui, parce que des prisonniers aujourd'hui ont des chaînes aux pieds, ils ne sont pas pour autant des esclaves. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'un esclave? C'est un être humain déchu de son humanité. Absolument. Donc, ce ne sont pas les chaînes qui traduisent cette déchéance de son humanité. C'est qu'en droit, cet être humain n'est plus propriétaire de sa propre personne, il est la propriété d'autrui. Et encore déclassé dans l'ordre des humains. Et même, donc, qu'il ait des chaînes ou pas, c'est quasiment indifférent de ce que, au point de vue juridique, dans la société où cette personne se est rencontrée, elle n'est plus propriétaire de soi. Elle n'est plus un être Et donc, l'aliénation, être étranger à soi, découle directement de ce système où on pouvait ne pas être propriétaire de soi. Oui. Et c'est très souvent... Donc cette actualité apparaît évidente pour ceux qui s'intéressent un peu à la question, mais peut surprendre la sagacité de ceux qui l'ont pas vraiment apprise ou de façon escamotée. Dans l'élément de connaissance dont vous parliez d'ignorance, justement, le fait qu'on puisse croire qu'on a vécu 3 siècles dans une institution aussi violente et que c'est passé, donc on a fini et que ça n'a pas marqué nos chairs, nos esprits, notre vision du monde, notre rapport même à nous-mêmes, c'est très étonnant, mais ça relève d'une ignorance absolue. Voilà, donc retenez bien cet argument
justement de M. Popo, d'abord, ce ne sont pas les chaînes qui caractérisent l'esclavage, mais le fait que l'esclave a été déchu de ses droits humains. Donc il n'était pas d'ailleurs, dans le Code noir, il est un meuble. Et rappelez-vous, le Code noir n'est toujours pas aboli. C'est une chose qui a été demandée déjà à la France, mais le Code noir n'est pas aboli, n'oubliez pas. Et dans le Code noir, les Noirs sont des meubles. Alors, je voulais vous demander, donc, en dehors de cet aspect de la problématique donc, de l'esclavage, qui n'est pas enseigné, je ne sais pas si en Afrique c'est un peu différent. Ah non, c'est pire. C'est pire. Ah non, c'est pire. Déjà, il y a des dates de commémoration en France. Il commence à en avoir un peu partout dans les pays esclavagistes occidentaux. À ma connaissance, il n'y en a quasiment pas dans la quasi-totalité des pays africains. Mmh. La colonisation, qui est une forme légèrement différente de la période des déportations négrières, la colonisation ne reçoit aucune définition juridique dans les États africains. Oui, dans les législations africaines. Mm-hmm. Donc la colonisation est comme quelque chose qui n'a jamais existé, en tout cas qui n'a aucune réalité juridique. Je ne peux pas invoquer la colonisation comme cause de quoi que ce soit dans une transaction judiciaire en Afrique. Ni donc envisager les réparations. Ah ben non. C'est ça. Ah ben non. Oui, c'est pas inscrit dans la... Ah ben non. Oui. Donc, bon, l'esclavage comme crime contre l'humanité... En Afrique, ça n'a pas de réalité. Ça dépasse l'entendement du personnel coopté qui dirige l'Afrique aujourd'hui. Mm-hmm. Et comment, quand vous dites personnel coopté, vous dites quoi exactement? Je veux dire que, pour en revenir donc au panafricanisme, pourquoi nous revendiquons aujourd'hui le panafricanisme, c'est que au moment où il a été question de reconquérir sa souveraineté, donc à la fin des années 50, lorsque la guerre dite Deuxième Guerre mondiale, qui est la guerre du nazisme, a réduit considérablement les forces militaires des impérialistes occidentaux et qui n'en avaient pas suffisamment pour continuer de maintenir sous le joug les nombreux pays qui dominaient, il s'est posé la question dite de la souveraineté des Africains. Eh bien, ce sont ceux qui ont refusé expressément cette souveraineté qui ont été cooptés et soutenus et qui ont reçu... Été placés au pouvoir. Qui ont été placés au pouvoir. C'était... Pour certains, ils ont été ministres de différents gouvernements occidentaux et de ministres qui sont devenus directement chefs des États qu'on leur a confiés. Et ceux qui voulaient que leur continent se développe ont été systématiquement combattus voire éliminés, y compris dans les conditions les plus atroces. Quelqu'un comme Patrice Emery Lumumba a été assassiné, dépecé et ses chairs, son corps jeté dans de l'acide. Jeté dans de l'acide. Et celui qui a commis ce crime, récemment, face caméra, il a avoué, il a montré une dent qu'il a. C'est le seul témoignage, le seul élément qui reste de Patrice Emery Lumumba, assassiné donc en 1961 par une coalition C'est-à-dire qu'il fallait faire disparaître le corps totalement pour faire payer ce crime d'avoir voulu une Afrique ou un pays à soi. Oui, d'avoir voulu d'avoir revendiqué la souveraineté, le droit pour les Congolais de diriger leur pays selon leurs propres préoccupations et en fonction de ce qu'ils jugent comme étant leur propre intérêt. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est regardée comme une propriété des Occidentaux et des Européens? En tout cas, j'ai une carte, dans une de mes conférences, j'ai présenté une carte du continent africain où, oui, tout ce qui est à quelque valeur sur le sol africain appartient juridiquement à des compagnies étrangères pour l'écrasante majorité des compagnies occidentales. Enfin, compagnies étrangères, mais à travers des États qui sont bien présents en place. Les États surveillent les intérêts des compagnies étrangères et des pays étrangers en particulier. Mais dans les gouvernements de ces pays-là, on voit une présence occidentale forte, enfin dans les institutions sous-régionales, l'Afrique francophone, etc. L'Afrique francophone, on le voit. Et on comprend pourquoi la France est opposée au panafricanisme.
La France est expressément... Elle a dit très ouvertement. Expressément opposée au panafricanisme. De toute façon, elle a toujours combattu. C'est bien l'État français qui a exterminé les panafricanistes de l'UPC, l'Union pour le Cameroun, et notamment les NS Wandier, donc les NS Wandier, donc qui ont été assassinés. Et à cette occasion, l'État français a utilisé le napalm. On est à la fin des années 50, a utilisé le napalm pour exterminer des populations entières au Cameroun. Pour faire des exemples, on attrapait des paysans qu'on décapitait et on disposait leur tête au carrefour, pour dissuader les autres populations de choisir l'autodétermination. Et rappelons rapidement que le Cameroun n'a jamais été une colonie de la France. C'était donc une colonie des Allemands, et les Allemands ayant été vaincus en 1945, l'ONU, qui est une officine de la défense de la suprématie blanche dans le monde, l'ONU a confié les intérêts du vaincu de l'Allemagne au vainqueur, entre guillemets, la France. Et donc c'est comme ça que la France s'est retrouvée à administrer le Cameroun sous protectorat, mais ce protectorat pourrait rimer aussi à la colonisation. De toute façon, il y a une différence infime entre un protectorat et une colonie. Alors, quel est le rôle de l'Union africaine alors parce que vous dites que les Africains se connaissent aussi peu que les autres des afrodescendants de la diaspora, que leur histoire ne leur est pas enseignée, que la colonisation n'est pas inscrite dans leur constitution, et donc que font des institutions comme l'Union africaine ou d'autres qui ont peut-être une vocation à faire que l'Afrique se réapproprie d'elle-même, non ? Alors, sur l'Union africaine, il faut rappeler rapidement que l'Union africaine est issue de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Alors, donc, à la fondation de l'OUA, donc au début des années 60, l'OUA ayant été créée en 1963, il y avait deux courants idéologiques en Afrique. Il y avait un courant dit des progressistes et un courant dit des modérés. Bon. Et donc, les progressistes, en réalité, c'était les panafricanistes. Et dont le chef de file était Kwame Nkrumah. Alors, Kwame Nkrumah, rappelons rapidement que Kwame Nkrumah était le secrétaire de la... Pour le Ghana ? Non, il était le secrétaire général du 4e congrès panafricain de 1945. Mais il a été président du Ghana ? Voilà. Et donc, c'est en 1945. Il a fait des études aux États-Unis, etc. Oui. C'est en 1945, au congrès panafricain qui a eu lieu à Manchester, qu'il rencontre les Sylvester Williams, etc., toutes les sommités de la diaspora de ce mouvement, et donc il s'inspire des revendications qui avaient été déjà posées aux différents congrès précédents. Et tous ces Africains du continent qui ont participé à ce congrès de 1945, ce sont eux qui, après, ont vraiment propagé le courant panafricaniste en Afrique. Oui. Et Kwame Nkrumah est l'un de ceux-là. Il y a Nnamdi Azikiwe du Nigeria, et il y a évidemment Jomo Kenyatta. Et donc, Kwame Nkrumah arrive imprégné du panafricanisme. Il dit tout de suite, le Ghana, l'un des tout premiers pays indépendants, c'est en 1957, l'indépendance du Ghana tout seul, au milieu de colonies, ne sert strictement à rien au point de vue stratégique. Nous devons tout de suite revendiquer l'indépendance de toutes les colonies, d'où qu'elles soient. Aussitôt cette indépendance acquise, toutes ces colonies doivent se réunir dans un État fédéral. Et donc, le projet d'organisation de l'unité africaine, pour les gens qui sont de la même opinion que Kwame Nkrumah, c'est pour créer les États-Unis d'Afrique, ou en tout cas l'embryon de ce qui doit être très rapidement les États-Unis d'Afrique. Face à eux, il y a les Houphouët-Boigny, les Léopold Sédar Senghor qui disent doucement. On va déjà consolider les différents États que les colons nous ont laissés, et puis après on verra pour vos histoires de panafricanisme, etc. Donc c'était d'abord l'OUA, c'était ça. Donc c'est l'OUA. Oui. Et l'une des mesures emblématiques de l'OUA qui est vraiment anti-panafricaniste, c'est l'intangibilité des frontières. Comment nous pouvons envisager un mouvement fédéraliste dans un contexte où on pose comme dogme l'intangibilité des frontières?
Il s'agit précisément Et de des frontières dépasser les frontières artificielles créées par la conférence de Berlin de 1885, le partage de l'Afrique. Donc si nous posons l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire que nous sanctuarisons la situation héritée des colons. Oui, puis on préserve les intérêts de chaque puissance. Et donc l'OUA est né de ces circonstances. Et l'UA prolonge cette façon de voir les choses. Et cette façon. Et le changement de nom vient de quoi exactement? Le changement de nom vient de l'activisme de Muammar Kadhafi, qui veut renouveler un peu le panafricanisme dit continental, hein, ou en tout cas ce qui, à mon avis, n'en est pas. Donc l'ex-président de Libye, qui donc prend l'expression Union africaine, mais on voit très bien d'où elle vient. Elle vient de l'Union européenne. D'ailleurs, il y a un président de la Commission. Enfin, bon, c'est calqué sur le modèle. Voilà. Donc, on ne peut pas attendre de l'Union africaine qu'elle prenne, par exemple, l'initiative de réinvestir l'Afrique de son histoire et d'une histoire écrite de préférence par les Africains. Il y a un cas emblématique. L'UNESCO a rassemblé tout ce qu'il y avait de spécialistes de l'histoire africaine dans les années 70 pour sortir un document qu'on appelle Histoire générale de l'Afrique, qui est traduit dans différentes langues, y compris dans des langues africaines, le Haoussa notamment. Depuis lors, 8 volumes. Voilà, depuis lors, des injonctions périodiques à ces différents États pour que cette histoire générale de l'Afrique soit enseignée aux Africains. Eh bien, ce n'est pas encore le cas. Très peu, voire dans aucun pays africain, l'histoire générale de l'Afrique n'est enseignée. Mais je suis... c'est ahurissant. Oui, je l'ai vu beaucoup, j'ai été très étonnée. Et j'ai rencontré très très peu d'Africains qui connaissent leur histoire. Ils sont très forts pour vous décrire la géographie des États-Unis. Oui. L'histoire de France, alors là, ils sont installés mentalement. Ils sont installés mentalement dans le système qui les forme, et c'est un système qui les forme. Et quand vous les lisez, toutes leurs citations sont exclusivement occidentales. Oui, mais ça peut expliquer comme ici que les gens aient peu d'attache pour leur continent, parce qu'ici aussi. Comment aimer ce qu'on ne connaît pas à ce point? Mais on a le même problème ici, la facilité avec laquelle les gens laissent le pays pour aller. Bien sûr qu'il y a le chômage, mais on sent qu'il n'y a pas un effort au-delà du nécessaire pour rester enraciné, et voilà, parce que au fond, on développe pas d'amour envers ce continent, ni chez nous envers ce pays-là qu'on folklorise avec des campagnes touristiques, etc. On est mon île, on n'en sort pas de cette réalité un peu doudouiste, mais rien n'est fait pour que les gens connaissent et aiment ce pays et leur continent en Afrique, et développent donc une attitude de propriétaires, c'est ce que j'ai tendance à dire. Donc les autres sont les propriétaires parce qu'ils ont produit le discours qu'il faut, ils ont les écrivains qu'il faut, les historiens qu'il faut, ils ont développé une Afrique complètement fantasmatique dans la littérature africaniste. Je vais vous demander d'en parler un petit peu. Et c'est cette Afrique-là que les Européens connaissent parce qu'elle est écrite par des Européens et elle est complètement fantasmée. Elle n'a rien à voir avec la réalité des Africains, dont ils n'ont d'ailleurs pas besoin pour l'écrire, puisqu'ils l'écrivent sans les Africains. Et tout à l'heure, j'ai lu un de vos textes où vous dites, c'est très paradoxal, parce qu'on dit que le continent est un continent oral, enfin que les Africains n'ont pas de langue, ne connaissent pas l'écriture, et pourtant, c'est ça ce que vous dites dans votre texte, la question de la non-pratique des langues africaines par des étrangers se prétendant spécialistes de l'Afrique est particulièrement cruciale. En effet, ces mêmes spécialistes allèguent que l'Afrique serait de tradition exclusivement orale, sans écriture. Comment peuvent-ils alors accéder directement aux sources orales africaines de première main s'ils ne savent pas parler les langues des acteurs africains de l'histoire de l'Afrique? Une communauté d'analphabètes en langue africaine peut-elle légitimement revendiquer le monopole du discours académique
scientifique sur les Africains. Je pense que là, tout est dit, hein, puisque on est effectivement sur un continent, et puis on ne consulte pas les gens, on est censé, et pourtant on écrit sur le continent. C'est donc bien qu'on est en train de construire une histoire qui n'a rien à voir avec le continent, mais qui est destinée aux Occidentaux. Et peut-être que le malheur de l'Afrique, c'est que c'est cette histoire-là qu'elle reprend pour se connaître, et que les Africains répètent, et parfois enseignent quand ils sont profs d'histoire. Je crois. Oui, parce que ici... Presque tout le temps. Oui, mais ici, c'est ce que je vois aussi, je vois se faire aussi. Alors, il y a avec... vous avez dit que l'UNESCO est une institution qui défend les intérêts de l'Occident dans le monde. Bon, l'UNESCO, c'est une branche, enfin, de cette institution. Une émanation. Comment, alors, qui a prévu, donc en 2011, qui avait baptisé cette année-là année des personnes d'ascendance africaine, que la France n'avait pas avait transformé en année des Outre-mer. Elle avait donc refusé de reconnaître ses afrodescendants. Et là, actuellement, on parle d'une décennie des afrodescendants, donc de 2015 à 2024, qui a été lancée le 10 décembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies pour les personnes d'ascendance africaine à New York. Enfin, c'est une décennie pour les personnes d'ascendance africaine. Est-ce que ça va... On pourrait espérer que pendant cette décennie, les Africains ou les Afrodescendants auront une chance de se voir enseigner leur histoire, ou bien de voir mettre en place des institutions qui vont favoriser la recherche et donner envie à ces personnes d'aller eux-mêmes à la source et d'écrire sur eux-mêmes, de parler d'eux-mêmes à travers leur propre subjectivité, leur propre vision de leur continent ou bien de leurs origines. Alors, au premier abord, on peut dire oui. On peut penser que le fait que l'ONU décrète une décennie des afro-descendants impose tout de suite un agenda de cette décennie aux pays qui, eux, justement, ne font qu'enregistrer les injonctions d'où qu'elles viennent des institutions dites internationales. Sauf que, quand pendant autant de décennies, on a désappris à enseigner l'histoire de l'Afrique, on ne peut pas spontanément, à l'occasion d'une injonction de l'ONU, acquérir les capacités de l'enseigner. Cela peut... Il faut des supports aussi plus diversifiés que les 8 volumes de l'UNESCO. Entre autres, je vous rappelle que si vous tapez Histoire générale de l'Afrique, le premier tome a été... comment on dit ça, a été dirigé par Kizerbo. Ces 8 volumes étaient à télécharger sur Internet gratuitement et chaque volume compte entre 800 et 900 pages. Vous voyez, donc vous avez vraiment toutes sortes de matières concernant le continent, écrites, des histoires, des approches écrites par des spécialistes, qui sont occidentaux ou africains, mais d'une valeur extraordinaire, et vous serez absolument étonné de découvrir cette histoire de l'Afrique qu'on vous présente comme un continent complètement misérabiliste. Vous verrez combien vous êtes l'objet de manipulation mentale, et il faut essayer de vous libérer aussi de ces manipulations, de ne pas continuer à véhiculer sur l'Afrique ces horreurs qu'on distille aussi dans les médias en ne montrant que des Africains avec des ventres énormes et des mouches au coin de la bouche, etc. Il faut faire un effort, comme pour la Martinique, faire un effort d'aller à la source et travailler soi-même cette approche, parce qu'elle ne vous sera pas donnée dans les écoles, c'est vrai. Voilà. Oui, dans cette histoire générale de l'Afrique, pour les tomes concernant le XVIIIe siècle, on a le XVIIe et le XVIIIe siècle, ce sont des tomes particulièrement intéressants de mon point de vue, et on a des descriptions de l'Afrique au moment où les Européens la rencontrent. Oui, tout à fait. Des descriptions d'édifices urbains, de construction de villes, etc.
qui n'ont rien à voir avec les cases qu'une fois qu'ils ont, qu'ils ont rasé ces constructions. Les royaumes, on sait que... Voilà. Des universités qu'ils rencontrent, des universités, des écrivains, des bibliothèques qu'ils pillent aujourd'hui. Et des Européens qui venaient se former à Tombouctou notamment. Voilà, aujourd'hui, il y a des archives de première main écrites par des Africains eux-mêmes que la France a pillées et qu'elle garde à la Bibliothèque publique nationale. Non, mais il y a énormément de livres. Moi-même qui fais de la recherche, je peux vous dire que je tombe sur des textes absolument fabuleux. Et vous voyez, c'est quand même une injustice, mais atroce, aux conséquences atroces pour tout un continent, tout un peuple, qui est un peuple de vaincus. Vous savez comment les choses sont arrivées, mais qui ne s'en sort pas non plus parce qu'il y a cette sorte de chape de plomb qui pèse sur lui, parce que partout où il va dans le monde, il est précédé d'une image extrêmement négative. Malgré cela, vous voyez, les Noirs dans le monde donnent l'exemple. Ils montrent des compétences extraordinaires, mais ça ne leur tombe pas du ciel. Ils viennent d'un continent qui a été extraordinaire. Et les afrodescendants antillais ne sont pas en reste non plus, vous voyez. Donc il y a à réfléchir sur comment nous continuons à véhiculer une image misérabiliste qui dessert finalement l'ensemble de notre groupe, de notre pays, de notre culture, avec ses composantes, ses sous-composantes. Je voulais revenir quand même sur la question de la décennie des afrodescendants. Et relever ceci, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, qui est un oxymore. Une société est nécessairement civile. Civile, bien sûr. Peut-être qu'il y a des sociétés militaires, secrètes, etc., qui ne soient pas civiles. Donc, ce sont les militants de la diaspora, donc, en particulier de la CARICOM, de la région de la CARICOM, qui ont obtenu cet agenda de la décennie des afro-descendants. Beaucoup plus que des acteurs du continent. Voici pourquoi cette décennie des afro-descendants sera vraiment ce que les acteurs eux-mêmes en feront, et en particulier les militants de la diaspora. Mais ils la voulaient pourquoi, cette décennie? Alors, cela vient de Durban. C'est le mouvement, le courant réparationniste. 2001. Voilà, c'est le courant réparationniste qu'on a combattu par tous les moyens, qui a continué d'exercer une sorte de lobbying auprès de toutes les institutions et notamment de l'ONU pour maintenir toujours à l'agenda international les préoccupations qui sont les siennes, à savoir celle de la reconnaissance des déportations transatlantiques comme un crime contre l'humanité, et que, en tant que tel, le droit à réparation des victimes de ce crime. Bien entendu, son imprescriptibilité judiciaire, et ensuite le droit à réparation. Ce sont ceux-là qui progressivement ont obtenu, de ce que je crois savoir, cette décennie des afrodescendants. Mais avant, les pays sud-africains bolivaristes, au cours de cette décennie 2000, ont organisé beaucoup d'événements sur l'Afrique. Le Brésil, en 2012, a permis à tous les Brésiliens d'origine africaine qui le souhaitent, dès leur majorité, de prendre des noms africains. Absolument. L'université Nganga Zumbi du Brésil n'a aucun similaire en Afrique. Donc, au cours de ces dernières décennies, beaucoup de pays non continentaux ont pris des initiatives qui ont probablement décidé, ceux qui décident à faire cette... Mais on a vu ce que je voulais dire pour finir sur ce point... Oui, la CARICOM, évidemment. Il y a un risque que cela arrive à l'agenda de cette façon. C'est peut-être pour, encore une fois, canaliser toute cette énergie dans un cadre où elle est sous le regard de ceux... D'une institution, en tout cas, qui veut contrôler l'avenir de l'Afrique. Voilà. Et donc, prendre ce qu'on pourra trouver dans cette décennie, mais ne surtout pas
lui prêter beaucoup plus qu'elle ne peut apporter et continuer le combat, quoi qu'il advienne, oui, parce qu'on parlait au-delà et en deçà de cette décennie. Parce qu'il est question d'ouvrages qui seront écrits et qui seront mis à la disposition des pays qui le voudront, traduits dans plusieurs langues pour enseigner justement les problématiques africaines. Mais vous faisiez remarquer qu'il y a déjà 8 tomes, 8 volumes d'une histoire générale de l'Afrique qui existent et qui ne sont pas utilisés. Donc des livres en plus, est-ce que ça va changer véritablement la situation? Rappelez-vous, 2015-2024, c'est la décennie des afro-descendants dans le monde. Donc vous êtes très largement en partie concernés par cette décennie-là, et peut-être ça sera l'occasion soit de découvrir l'Afrique, d'y aller. Il y a énormément d'endroits que vous pourrez visiter. Il y a beaucoup d'Antillais, vous ne le savez peut-être pas, qui vont visiter le continent, mais qui n'en parlent pas, parce que ce que disait Monsieur Popo tout à l'heure, il ne fait pas bon se revendiquer d'être africain ou de s'intéresser à l'Afrique. Donc il y a peu de gens qui vous disent, qui vous font des comptes rendus, ce sont des petites choses qu'on fait dans son espace privé à soi et qui font que on ne fait pas changer, on ne contribue pas à faire changer l'image de l'Afrique. Alors, puisque le temps passe vite, je voulais vous rappeler que l'une des raisons pour lesquelles je vous avais invité, c'était que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Histoire des traites négrières, critique afro-centrée d'une négrophobie académique, qui est paru chez Annie Boué en 2012, en réponse à un ouvrage... En 2010. En 2012, en 10, moi j'ai vu 12, en réponse à un ouvrage écrit par M. Pétré Grenouillot, qui est un historien, on va dire, d'État officiel, qui véhicule donc la vision de la France officielle et qui s'appelle Les traites négrières, essai d'histoire globale, paru en 2004. Alors, dites-nous d'abord pourquoi vous vous êtes intéressé à pourquoi vous avez voulu répondre à cette version de Pétré Grenouillot qui a quand même aussi remué beaucoup le monde noir. Il y a eu beaucoup de débats autour de son approche des traites négrières, ce qu'il a appelé au pluriel les traites négrières. Alors, au moment où cet ouvrage sort, effectivement, Pétré Grenouillot occupe tout l'espace médiatique. On pouvait un peu s'y attendre, mais c'est très rare quand même que des universitaires occupent à ce point l'espace médiatique comme ayant porté une parole définitive sur un sujet dont ils se prétendent spécialistes. En face de lui, il n'y a personne. Il n'y a que des journalistes qui boivent comme du petit lait ce qu'il raconte et n'ont aucune compétence pour le contredire sur tout ce qu'il dit, y compris les énormités qu'il sort. Il y a surtout essentiellement des énormités dans son ouvrage d'ailleurs. Et en 2005, donc 2004, il est primé assez rapidement par le Sénat. Il est vraiment le spécialiste que la Terre n'a jamais pondu sur l'histoire de l'Afrique. Avec pour enjeu la question des réparations. Avec pour enjeu de contrer les mouvements réparationnistes qui, en France, reprennent du poil de la bête depuis la loi Taubira, donc quelques années plus tôt. Donc, l'ouvrage de Pétré Grenouillot apparaît depuis Durban, apparaît comme une commande pour taire les revendications réparationnistes. Oui. Et face à cet ouvrage, les premières réactions des militants ont été judiciaires. Et j'ai déploré qu'il ait manqué, qu'il n'y eut pas de réaction, on va dire, historiographique. C'est-à-dire quelqu'un qui prenne la peine de lire le livre et d'argumenter de manière circonstanciée sur chacun des chapitres de cet ouvrage. C'est donc ce que j'ai tenté de faire, puisque ça faisait quand même quelques bonnes années que j'étudiais l'histoire de l'Afrique et je pense en savoir un peu, au moins autant, certainement plus que lui. Donc, j'ai essayé de montrer en quoi cet ouvrage qui a été porté au nu, il a été promu, il est devenu un directeur de centre quelque part au CNRS. Ça lui a boosté sa carrière très bien. Absolument, mais quand ils sont dans ces démarches, ils sont dans des démarches de promotion, bien sûr. Et donc, par cet ouvrage, je voulais montrer en quoi ce qu'il a raconté ne tenait pas du tout la route sur chacun des chapitres, en apportant des contre-arguments à chacun des chapitres. Et donc, par cet ouvrage, je voulais montrer en quoi ce qu'il a raconté ne tenait pas du tout la route sur chacun des chapitres, en apportant des contre-arguments à chacun des chapitres. Et donc, par cet ouvrage, je voulais montrer en quoi ce qu'il a raconté ne tenait pas du tout la route sur chacun des chapitres, en apportant des contre-arguments à chacun
des arguments ou de ce qu'il tenait pour argument qu'il a. Et alors qu'il a sur la proposé. traite, il dit quelle est la teneur de son propos? De toute façon, il n'a pas la prétention de renouveler le discours occidental, académique occidental sur le sujet. Il dit simplement que ce discours clôt tout ce qu'il est définitif. Il clôt tout ce qu'il est possible de dire sur les statistiques, c'est-à-dire sur le nombre d'Africains déportés. Il clôt la question. Sur l'impact. Et il s'arrête à quel chiffre? 10 696 000. Ah oui, c'est pas 700 000, c'est 10 millions, ou bien 11 millions, je crois, 696 000. Oui, on dit 12 millions en gros, c'est ça. Ce sont les chiffres officiels, voilà. Et ces chiffres sont en contradiction avec ce que lui-même a publié dans ses ouvrages précédents, qui précédaient de 4 ou 5 ans, celui-ci, d'une part. Et d'autre part, ces chiffres sont une hypothèse parmi une vingtaine d'autres que j'ai rappelées et qui n'ont aucune autorité sur les autres. Pour une raison fondamentale, c'est que la plupart de ceux qui ont publié ces chiffres n'ont aucune compétence en démographie historique de l'Afrique. À mon humble connaissance, la personne à avoir fait, la seule à avoir fait un travail de démographie historique sur l'Afrique, c'est l'épouse de Cheikh Anta Diop. C'est Louise Marie Diop Maes, dans son ouvrage Afrique noire, démographie, sol et histoire, qui, présente sa méthode, critique les méthodes de ses concurrents, de ses pairs, et propose ses estimations en tant que spécialiste de la démographie, ce que Olivier Pettegolniou n'est pas. Ça, c'est sur le point des statistiques. Sur l'impact économique en Europe de 3 siècles de déportation transatlantique, Renaud dit, en réalité, il n'y a rien eu. Les gens parlent d'accumulation du capital, il ne s'est rien passé parce que la traite n'était pas rentable. Je montre qu'il n'a pas bien lu Marx, qui ne comprend pas le concept de l'accumulation du capital. Il n'a pas du tout compris ce que cela signifiait. Il ne veut pas le comprendre, peut-être. Non, il n'a aucune compétence, il n'a pas fait d'études d'économie, alors que moi j'en ai fait quelques-unes, pas très loin, mais j'en ai fait quelques-unes, suffisamment pour avoir lu Marx et pour savoir ce que c'est que l'accumulation primitive. Du capital, oui. Et donc, j'ai, montré qu'il n'a pas compris, et que s'il avait compris, il n'aurait pas pu donner cet argument parce que précisément, du point de vue, et je cite Karl Marx qui est péremptoire sur tout ce que cette traite négrière apporte dans l'industrialisation de l'Europe et dans l'ascension du capitalisme. Et Karl Marx a dans le Capital, dans le livre 3 de Capital, il a des phrases mais saisissantes. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est. Enfin, sur différents aspects. Sur la traite, donc, il essaye de sous-évaluer l'importance de cette institution dans l'émergence de la richesse occidentale. Voilà. D'accord. Et donc, dans l'émergence des sociétés qui vont se concevoir comme plus civilisées et qui vont pouvoir se développer à peu de frais, puisque on paye les esclaves, mais le travail pendant 3 siècles est un travail gratuit, qui n'est pas payé. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit de l'implication des Africains dans la traite négrière? Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il parle d'abord au pluriel, de traite négrière au pluriel? Ah oui, alors, il dit des traites négrières parce qu'il a l'intention de rappeler qu'il y a eu 13 siècles, du 7e siècle au 18e, 19e siècle. La traite arabo-musulmane. Voilà, transsaharienne et transérythréenne, qui, elle, aurait, selon des estimations loufoques qu'il a sorties, aurait fait 17 millions d'Africains déportés. Qu'en conséquence, il y a eu une traite beaucoup plus grave qui précède... Que celle qui a fait 12 millions. Que celle qui n'a fait que 12 millions. D'accord. Et que dans les 2 cas, ce sont des Africains eux-mêmes, des rois nègres, qui vendent nègres. Sauf que dans son ouvrage, il ne donne aucun exemple pour les premiers siècles. Aucun exemple de ces rois et ces royaumes qui auraient vendu, voilà. À une époque, au XVe siècle, il y a des marchés aux esclaves en Europe. Il y en a à Verdun, à Venise, quasiment tous les pays, toutes les grandes villes, les métropoles méditerranéennes d'Europe sont des marchés aux esclaves. Qui ont prospéré, qui sont venus des grandes villes. Venise, les gens vont se marier à Venise, c'était un marché où on vendait des êtres humains. Oui, mais qu'on allait voler. Mais des Européens eux-mêmes. Des Européens, oui, qu'on allait voler dans les pays dits slaves. Dits slaves, c'est ça. Voilà, d'où vient slave, sclavus, esclave. Donc, eux, ils avaient des marchés à cette époque
On lui demande d'en trouver en Afrique de l'époque, de la même époque, il n'en a pas trouvé. On lui demande, il n'en a pas cité, et voilà, donc c'est son... Donc c'est une déclaration gratuite. Qui n'est pas étayée. Oui. Et donc, il y avait une traite avant, qui est beaucoup plus importante, mais il y a eu une sorte d'accord entre l'élite africaine et l'élite arabo-musulmane à l'approche des indépendances, qui ont fait une sorte d'accord tacite pour taire cette question afin de, eux, ensemble, s'opposer à l'Occident. Voici pourquoi les Africains ne considèrent... Opposer une unité africaine, blanche et noire. Factice, voici pourquoi ils taisent les déportations transsahariennes et qu'ils font plein de foin des déportations transatlantiques. Voici pourquoi ils mettent en avance les traites. Sauf que, le thème de traite est mensonger en ce qui nous concerne. Il s'agit de razzia et de déportation. La traite pose d'emblée ce phénomène comme un phénomène commercial. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si c'est un crime, ce n'est pas un commerce. Donc déjà, ce thème de traite, voilà, il entraîne dans une perspective qui est mercantiliste, exclusivement mercantiliste, et qui n'intéresse que le négrier qui vient faire du business sur le dos des nègres qu'il veut raser. Mais du point de vue de l'Africain qui est rasé, du point de vue du Kunta Kinte, ce n'est pas une traite. C'est une violence initiale. Il est arraché à soi-même, aux siens, et déporté. Donc, ce qui est essentiel dans cet événement, c'est très précisément cette violence initiale. Ce n'est pas le commerce qui en découle après. Donc une violence que le terme utilisé efface du purement fait et simplement. Et vous ne verrez aucune page dans cet ouvrage de 300 et quelques, vous ne verrez aucune page sur l'atrocité, y compris des opérations de razzia, y compris de la traversée à fond de cale, pestilentielle, rien. Mais on rien trouve, de ce qui est atroce dans, on trouve ça cet événement. Heureusement qu'on a des détails par les chroniqueurs et parfois même par les négriers eux-mêmes. Voilà. Alors donc, on distingue cette traite arabo-musulmane de cette partie de razzia, etc., qui a concerné l'Afrique subsaharienne, ce qu'on appelle l'Afrique noire. Donc, le terme de traite qu'il utilise au pluriel est une stratégie, est une démagogie. D'accord ? Maintenant, sur la question au niveau des effectifs, comment vous avez évalué le nombre d'Africains déportés ? Alors, je m'en suis remis à la source que je viens de citer, c'est-à-dire Louise-Marie Diop-Maes, qui a fait un travail là-dessus. Oui. Elle a d'abord fait un dénombrement des populations africaines à l'arrivée des Blancs. Comment elle fait ce dénombrement ? Sa méthode, moi qui ne suis pas spécialiste, m'a convaincu en tout cas. Les gens décrivent les lieux, les agglomérations africaines qu'ils rencontrent. Les chroniqueurs arabes décrivent les villes qu'ils ont, les villes ou bien les villages, enfin les agglomérations, les cités africaines qu'ils rencontrent. Il y en a qui citent le nombre de villages, le nombre de mosquées, qui citent le nombre de feux. Comme Ibn Battuta. Ibn Battuta, oui, évidemment. Donc, il y a beaucoup de chiffres, de statistiques dans son livre. Voilà. Et même comme Olfait Dapper, plus tard au XVIIe siècle. Donc, à partir de ces, on va dire, de ces photographies instantanées de la démographie urbaine, humaine, Madame Diop, à part des méthodes statistiques, fait une estimation. Et ensuite, au XIXe siècle finissant, il y a aussi les explorateurs qui décrivent l'Afrique. Sauf que là où, 4 siècles plus tôt, on trouvait une grande ville de 100 000 habitants, Tombouctou, Gao, Djenné, etc., on ne trouve plus, 4 siècles plus tôt, qu'un petit village d'à peine 1000 habitants. Et donc, ce sont ces comparaisons entre ces différentes époques qui lui permettent de dire que la population africaine était entre 600 et 800 millions d'habitants au moment où les Européens agressent l'Afrique, au début du XVe siècle. Et à la fin, c'est-à-dire lors de la déclaration des abolitions, etc., la dernière étant celle du Brésil en 1888, on compte environ 200 millions d'habitants sur le continent. C'est ça. Le seul événement qui puisse expliquer cette décroissance absolue de la population, ce seul événement, ce sont les déportations. Absolument. Ça n'a rien à voir avec 11 millions de déportés. C'est ça. Voilà. Parce que le 11 millions de déportés, c'est un chiffre qui ne peut tromper que ceux qui se sont intéressés à la question. Pour déporter un Africain, il faut massacrer ceux qui résistent.
Parce que dans les razzias, s'il n'y a pas, comme je le prétends, s'il n'y a pas de grands marchés aux esclaves en Afrique où les gens viennent acheter du bétail humain, il faut bien qu'on les razie. Or, les razzias, ce sont des guerres. On brûle, on incendie des agglomérations, des plantations, etc. On a des chroniques qui en parlent. Mais autrement dit, non, on sait, ça veut dire qu'il y aurait une diminution de 600 millions de la population. Si elle est entre 600 et 800, maximum de 600 millions de gens. L'impact démographique de cet événement est à compter en centaines de millions d'habitants. D'accord. Et non pas les 12 en dizaines de millions. Et non pas les. D'autant que par ailleurs, et je rapporte évidemment cette source dans l'ouvrage que vous avez cité, Eduardo Galeano, dans les veines ouvertes de l'Amérique, dit que rien que pour le Brésil, à destination du Brésil, on dénombre 10 millions d'Africains déportés à destination du seul Brésil. Oui, j'ai un livre dont je me suis Et quand on étudie, peut-être que ces statistiques, les destinations, comprenez la Martinique par exemple, ils sous-estiment le nombre de personnes. Et ils avaient reconstitué l'Afrique au Brésil. Et c'est pour cela, parce que cela a fait peur aux Blancs portugais, qu'ils ont monté les Amérindiens contre les Noirs et ils leur ont livré une guerre d'extermination. Maintenant, pour parler de cette histoire-là, pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on triche un peu, à quel moment on peut dire, s'il y en a eu, qu'il y a eu des marchés d'esclaves en Afrique noire? Alors, des marchés à proprement parler, je n'en connais pas. D'accord. En revanche, des États complices des déportations négrières, à partir de la fin du XVIIIe siècle, on en trouve. Le cas le plus souvent cité, c'est le Dahomey. Oui, le Dahomey. Le Bénin actuel. Oui, oui. Ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un métis. C'est un Africain déporté au Brésil qui fait des enfants là-bas, avec les maîtres, dont un des enfants revient sur le continent, c'est Chacha de Sousa. Revient sur le continent et devient l'un des plus gros trafiquants de nègres. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Chacha, quand il revient sur le continent? Lorsqu'il entreprend, il développe son activité de négrier au Bénin, je cite donc le cas du Bénin. Lorsqu'il développe cette activité, il est confronté à une farouche opposition du, on va dire, roi légitime, c'est Adam Dozan. Que fait donc Chacha? Il élimine physiquement Adam Doza et aujourd'hui, dans la nomenclature des dynasties qui ont régné sur le Dahomey, cette personne est effacée. Il élimine et installe son complice au pouvoir en vue de faire prospérer son activité. Donc, Chacha aujourd'hui, il ouvre la porte aux Occidentaux, aux Européens, sur ce marché que devient toute la côte ouest africaine. Voilà. Il y a donc des complicités qui naissent. Il n'y a pas que des métis qui sont partis et qui sont revenus pour faire ça. Non, je donne ce cas pour ce qui concerne le Bénin, puisque aujourd'hui... Comment ça commence aussi? Voilà, vous pouvez aller au Bénin, vous trouverez Chacha dans une statue équestre, il est sur un cheval, etc. C'est un héros national. C'est un héros national. Donc, ce que je voulais dire, c'est attirer l'attention sur les circonstances précises dans lesquelles, à partir de la fin du XVIIIe siècle, on trouve des royaumes complices de cet état de fait. C'est-à-dire au moment où la traite bat vraiment son plein, où la canne à sucre a besoin de son charbon, et où il faut effectivement, et quand on parlait des morts, etc., on sait les conditions atroces. Mais de toute façon, si vous voulez le savoir, chers téléspectateurs, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus, il y a des chroniques, il faut juste ouvrir les bons livres et puis vouloir connaître, plutôt que de véhiculer autant de préjugés. Alors l'histoire de nègre contre nègre que nous utilisons, enfin c'est une expression dont nous sommes friands à la Martinique, comment on peut demander aux gens d'arrêter de s'autodétruire de cette manière-là? Alors, dans une de mes interventions, je donnais cet exemple. Dans le règne animal, la poule protège ses poussins quoi qu'il advienne. Pourtant, l'épervier parvient toujours à lui subtiliser quelques-uns de ses poussins. Quelques-uns de ses poussins. De ses poussins. Donc, la résistance peut
avoir échoué. C'est pour ça que nous disons que nous sommes vaincus. Mais ce n'est pas parce que cette résistance a échoué qu'elle n'a pas existé. L'histoire de Nègre Van Nègre, elle fait fi de tous les mouvements de résistance qu'il y a eu pour empêcher que ce système s'installe. Elle fait fi de ce que ceux qui avaient intérêt à ce que ce système s'installe avaient tous les moyens militaires, économiques, juridiques, etc. pour l'imposer à l'Afrique. Mais il y a Voilà. dans le film qui s'appelle Route de l'esclave, il y a des personnes interrogées. Je crois que c'est dans un pays... c'est au Burkina Faso, je ne sais plus lequel. Il y a, pour échapper justement aux kidnappeurs, vous avez des villages qui se sont réfugiés sur le fleuve et qui ont construit justement, ou bien des maisons souterraines. Voilà, et puis des maisons sur pilotis qui fonctionnent d'ailleurs encore aujourd'hui pour échapper aux agresseurs et ne pas partir. Et puis vous avez des rois, la reine Nzinga qui a monté une armée pour chasser les envahisseurs. Enfin, il y a beaucoup d'histoires, chers amis. Il y a la reine du Wallo en Sénégambie, il y a beaucoup de femmes qui ont pris part. Il y a des lettres. Et puis il y a toutes les luttes. Alors, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on en a des preuves. Et dans ces 8 volumes de l'histoire de l'Afrique, vous allez trouver des éléments. Dont on est sûr aujourd'hui, c'est que la résistance à la déportation des Africains, à leur kidnapping, a véritablement existé, a été organisée. Et n'oubliez pas qu'en armement, les agresseurs étaient dominants. Donc, parfois, ils ont été vaincus. Donc, voilà, leurs familles leur ont été enlevées, mais ce n'est pas parce qu'ils ont voulu les vendre, c'est parce qu'ils ont été vaincus dans une guerre très inégale. Alors, je voudrais citer un petit cas. J'ai un ami, Dieudonné Nyamakou, qui est spécialiste de l'écho de l'histoire de l'Afrique dans les archives russes, qui a rapporté des chroniques de journaux russes sur ces révoltes, sur les bateaux, à fond de bateau. Tel bateau qui devait arriver à tel jour n'est pas arrivé parce que les Africains se sont révoltés et ils l'ont dévié ou bien ils l'ont sabordé. Il y a beaucoup de chroniques, de dizaines et de dizaines de cas de résistance. Il y a un film aussi qui s'appelle L'Amistad, c'est un peu cette histoire-là aussi. Bon, quand ils sont revenus, justement, ils ont trouvé l'Afrique dévastée. Leur village dévasté, il n'y avait plus personne. Donc on avait enlevé toute la population. Alors, puisque je vois que le temps de nous séparer approche, je voulais vous demander, par rapport au fait que vous avez donc critiqué aussi Pétré Grenouillot, mais ça se situe aussi dans le cadre d'une réflexion sur ceux qui produisent de la littérature africaniste. On pourra en parler juste pour se séparer et dire que ce sont des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, qui écrivent sur l'Afrique, et ce sont ces écrits-là qui ont valeur, qui sont légitimés, alors que les écrits des Africains sont cachés, ils ne sont pas invités aux conférences, aux colloques, ils ne sont pas invités lorsqu'on parle de leur continent. C'est hallucinant. Oui. Alors, il y a une citation de Cheikh Anta Diop, c'est que précisément pour avoir absolument raison de dominer, il faut prendre possession de son mental. Et l'africanisme joue ce rôle-là. C'est rendre les Africains étrangers à leur propre histoire, leur raconter une autre histoire. Et cet africanisme commence avec les premiers administrateurs coloniaux. Enfin, non, les premiers négriers qui font des chroniques négrières. Elle se poursuit avec les premiers administrateurs coloniaux qui font des rapports coloniaux. C'est un discours de la suprématie blanche sur les populations dominées. Sur les populations africaines. Dominées. Et qui n'a aucunement vocation à renseigner sur ces populations. Alors, vous dites, l'africanisme français consiste principalement au discours en langue française de spécialistes français, universitaires ou journalistes de l'Afrique sous domination politico-économique et militaire française. Autrement, un champ africaniste que vous distinguez du champ panafricaniste produit du discours sur l'Afrique et qui n'a rien à voir avec la vision que les Africains qui connaissent leur continent ont envie de présenter. De toute façon, les Africains ne sont pas allés écrire l'histoire des Occidentaux, ni des Français, ni des Anglais pour eux. Et ce qu'on interdit aux Africains aujourd'hui, c'est d'écrire l'histoire, leur propre histoire. Et celle qui produit
produit des ouvrages, des livres, des films et qui maintient à travers les médias cette image misérabiliste de l'Afrique, c'est celle qui considère que l'Afrique lui appartient, c'est ça. Et elle n'a pas à parler de la vérité de l'Afrique, elle a à parler de sa vision de l'Afrique pour y installer un monde complètement virtuel qui n'a rien à voir avec les locaux. C'est une hégémonie dans tous les domaines, y compris dans le discours de soi. Voilà, donc l'Afrique n'appartient pas encore aux Africains. Non, même pas intellectuellement. Voilà, même pas intellectuellement. Alors, chers amis, je vais vous laisser. J'avais envie de vous lire une petite phrase de Cheikh Anta Diop qui, pour conclure notre rencontre, c'est celle-ci. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait, donc il parle des Africains, n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme, et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé lui-même, à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a appris des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. Voilà, ça c'était Cheikh Anta Diop dans un discours à la jeunesse du Niger. Voilà, chers amis, j'espère qu'on n'a pas été trop lourd, pas trop grave, mais ce sont les problématiques. Et qui commence ma série d'émissions de cette année, mais je vous ai dit, j'ai profité du passage de M. Klapopo pour le faire réagir, parce que ce livre-là, je pense qu'il serait intéressant que vous l'ayez. C'est voilà, une réponse au livre de Pétré Grenouillot. Je vous l'ai cité, qui s'appelle « L'histoire des têtes négrières, critique afrocentrée d'une négrophobie académique » qui est paru en 2010 chez Annie Bruy. Voilà, cher Monsieur Klapopo, vous voulez dire deux mots avant qu'on se sépare? Oui, je crois dans l'union du continent et de la diaspora pour la renaissance du peuple noir. Alors voilà. Et invite tous les panafricanistes martiniquais à rejoindre cette préoccupation d'union. Tous les humains, enfin tous ceux qui sont épris de justice, comme actuellement il y a un mouvement pour la liberté et la justice, eh bien, il ne faut pas que nos choix soient si sélectifs et qu'il y en ait qui méritent effectivement que nous nous émouvions sur leur sort et puis d'autres qui sont complètement laissés à l'abandon au prétexte que, voilà, n'ont pas trop de place dans ce monde. J'espère que nous allons avoir envie de nous donner un peu de valeur et que nous aurons envie de prendre notre place dans ce monde-ci. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis vous dis à la prochaine.